Bonjour à tous les internautes connectés ce soir. Je ne sais pas s'ils l'ont en tête, mais aujourd'hui c'est le lundi 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. C'est une journée qui a été créée par l'ONU en 2012 et chaque année l'ONF fait des animations, des débats et des conférences. C'est le cas ce soir sur divers sujets. Ce soir on va parler du bois et je commence par une citation qui nous a finalement drivé dans le début des travaux sur cette conférence. C'est un architecte allemand qui s'appelle Wolfgang Winter qui disait « L'acier fut le matériau du XXIe siècle, le béton le matériau du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, acier XIXe, le béton matériau du XXe siècle et le bois sera le matériau du XXIe siècle. » En effet, la société française a envie qu'on lui parle de bois, de forêt. Une étude qui avait été menée en 2013, 8 interrogés sur 10 disaient « Il n'y a pas de matériau plus noble que le bois ». Donc le bois a toutes les qualités pour plaire. À tous ceux qui travaillent tous les jours le bois, c'est quelque chose qu'ils savent bien. Mais il y a encore sur le bois un certain nombre d'idées reçues. Et le bois n'a pas fini de nous surprendre. Quand je dis idées reçues, j'entends surexploitation des forêts, j'entends export de chênes en Chine. Nous allons en parler avec nos invités ce soir, avec Samuel Deschaumes, président de la Parquetterie de France, Aymeric Albert, chef du département commercial bois à l'ONF, et Romain Léal, architecte au sein du collectif Encore Heureux. Ce soir, donc, on va travailler sur le bois dans tous ses usages, apprécier ses bienfaits, comprendre comment les forestiers de l'ONF s'organisent pour approvisionner les entreprises de la filière bois et pour qui elles-mêmes après approvisionnent les architectes. Tout un programme pour cette conférence donc, qui va durer 1 heure en tout, 30 minutes d'intervention de nos orateurs, puis 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Avant de donner la parole à nos intervenants, je vous demande chacun votre tour le message important que vous souhaitez transmettre à notre public juste avant de commencer. À vous. Eh bien écoutez, bonjour, Samuel Deschaumes, donc petite précision, je suis le président de partitionmassif.com. Le message essentiel qu'aujourd'hui je voudrais faire passer, c'est que le bois, c'est véritablement le matériau du circuit court par essence. Et ça, c'est essentiel. Un bois exploité, transformé et commercialisé en France, c'est véritablement un atout pour notre pays, c'est un atout pour notre environnement. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer ce soir. Merci. Aymeric Albert. Bonjour à tous. Alors, en tant que forestier que je suis, récolter du bois dans des forêts gérées durablement en circuit court nous permet de garantir que les forêts seront gérées durablement et donner un avenir à nos forêts avec un matériau qui est très noble et qui ne demande qu'à être utilisé. Romain Léal. Oui, bonsoir. Nous, ce qu'on voudrait faire paraître en tant qu'architecte, c'est qu'on retrouve, en tant que concepteur, surtout qu'on retrouve une connaissance et une conscience de ce matériau qu'est le bois, qu'on ait conscience de son origine, du temps associé à son existence, pour le faire pousser, à le transformer évidemment, et que l'ensemble de la filière se reconnecte les uns les autres pour qu'on puisse travailler enfin ensemble en bonne connaissance. Merci. Deuxième question, et ça ne sera pas la même pour tout le monde. Aymeric, votre parcours professionnel, comment en êtes-vous venu à travailler sur ces sujets-là à l'ONF ? Alors, j'ai un parcours assez classique, un bac scientifique, une classe préparatoire, une école d'ingénieurs forestiers. On a une école en France qui forme des ingénieurs forestiers, et puis l'intégration en 2002 à l'ONF. Et finalement, à l'ONF, il y a beaucoup de métiers. Moi, je me suis spécialisé dans le domaine du bois et de la commercialisation, et je m'y épanouis maintenant depuis 20 ans. Je trouve que ça s'enrichit au fur et à mesure. Je continue à me développer au maximum. Merci. Samuel, vous nous parlez de votre amour pour le bois, ça on a compris, mais également les circuits courts.
C'est exactement ça. La forêt française, je suis à l'origine de l'expression et je le revendique, c'est l'or vert de la France. Cette forêt, c'est quelque chose qui nous parle à tous. En effet, la forêt, c'est notre jardin d'enfants, parce qu'on s'y est tous promenés, on y a tous fait des cabanes. C'est l'endroit où on adore aller se ressourcer, on adore aller courir en forêt. C'est l'endroit aussi où on va cultiver cette fameuse forêt, parce qu'il faut la cultiver, il faut l'entretenir. C'est l'endroit où on va pouvoir aller véritablement exprimer cette passion d'un matériau qui aujourd'hui est géré durablement en France et qui fait que lorsqu'il est géré durablement, exploité puis transformé en France, on va pouvoir garantir aujourd'hui une traçabilité complète du produit et c'est véritablement ce que l'on s'attache à faire. Aujourd'hui, on est labellisé Origine France Garantie, on a un label PUFC qui va garantir que la forêt est gérée durablement. Les forêts de l'ONF sont quasiment toutes certifiées PUFC et ça, elles sont toutes d'ailleurs, on prend toujours des petites précautions. Et donc, en fait, le fait de dire qu'aujourd'hui, lorsque je vais exploiter et transformer des bois en France, je vais créer de l'emploi, je vais faire un acte éco-socio-responsable, c'est essentiel, et je vais donc utiliser toutes les fonctions carbone de ma forêt. C'est véritablement ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous guide. Notre société travaille pour acheter en France, transformer en France et commercialiser en direct en France. Merci. Et Romain Léal, une réalisation architecturale avec du bois dont vous êtes particulièrement fier? Eh bien, je vous en présenterai deux ce soir. Une première dans la grande halle de Colombelles, une réhabilitation d'une ancienne usine sidérurgique près de Caen. Et une autre plus dans le Massif central à Clermont-Ferrand, le siège social de Michelin. Merci. On attaque. Aymeric Albert, vous avez la parole. Merci. Alors, il faut savoir que les forestiers de l'ONF travaillent au quotidien au service des forêts, gèrent les forêts. Qu'est-ce que ça veut dire gérer une forêt? Ça veut dire préserver, protéger, accueillir, comme l'a dit Samuel Deschaumes. Les Français aiment aller en forêt pour s'y ressourcer. Et aussi, le dernier pilier de la gestion forestière française, c'est produire du bois. Alors, les forestiers travaillent au quotidien sur un savant équilibre entre ces différents piliers. Les grands experts reconnaissent tous que gérer durablement les forêts, récolter du bois est un enjeu majeur et un levier très important pour faire face au changement climatique qui arrive face à nous. Alors, en forêt publique, on récolte de façon raisonnée et durable environ 13 millions de mètres cubes de bois par an. On représente 35% de la récolte française et 40% du bois d'œuvre. Alors, on a à peu près 3500, 4000 clients, essentiellement des PME. Plus de 75% sont des toutes petites entreprises. Et ces bois-là vont exclusivement à des clients français et européens. On n'a pas de clients directement qui livrent les bois au grand export, pas de clients chinois ou asiatiques directement. Nos clients sont français. Alors, il y a deux façons de vendre les bois en forêt publique. On peut les vendre aux enchères, pour 60% de notre activité, et 40% sous forme de contrat, où finalement le forestier, ce que vous disiez, le forestier se connecte directement au premier transformateur, voire au deuxième, voire à l'utilisateur final, et on essaye de faire en sorte que les produits qui sont consommés soient directement récoltés en forêt de façon durable et livrés et catégorisés. Au final, c'est plus de 800 contrats qu'on a signés avec des industriels français, et plus de 91% avec des PME, justement, pour approvisionner le marché français. Alors, ce qui est difficile dans notre activité, c'est que le temps du forestier, ce n'est pas le temps de la société. Nous, notre pas de temps, c'est 100 ans, 10 ans, 15 ans. Et beaucoup d'internautes ou de public nous remontent que vous surexploitez les forêts, il y a toujours des coupes. C'est vrai que le fait qu'on intervienne de façon très séquencée, à plus de 10 ans, on oublie ce qui se passe en 10 ans. Et quand on revient 10 ans après, on n'a jamais rien fait dans cette forêt. Si, il y a plein de traces de l'activité humaine. Aujourd'hui, toutes les forêts françaises ont été cultivées. Et les plus grandes forêts domaniales, les premières traces, c'est depuis 350 ans et Colbert, où on a une vraie gestion et culture de la forêt à la française. Alors, pour la forêt domaniale, je vous présente rapidement la récolte depuis 1966. On récolte en moyenne... 1995. On récolte en moyenne
5 700 000 m3 de bois par an, avec des aléas. On voit bien qu'en 2000, sur le graphique, il y a eu une tempête fin 99 qui a renversé des grandes parties de forêt. Donc on a été amené à les récolter très rapidement. Et puis on voit qu'avec le temps, la récolte globale en forêt domaniale baisse pour atteindre aux environs de 5 100 000, 5 200 000 en fonction de l'état du marché chaque année. Alors il faut savoir que le forestier récolte pas les arbres selon ce que lui demande le marché. Chaque forestier, chaque forêt a une feuille de route, ce qu'on appelle un plan d'aménagement, qui dure entre 15 et 20 ans, et toutes les actions sont prévues, cadencées, et le forestier ne fait que dérouler ce cadencement. Alors, quand on dit récolter un arbre de façon durable, en fait, le bois, c'est une matière première qui se transporte relativement mal. Elle est peu coûteuse. Et donc, finalement, récolter 1 m3 de bois, ça génère une activité économique dans un périmètre assez restreint, régional, départemental. Un bois, quand il est récolté, dans la grande majorité, il se déplace de maximum 100, 150, peut-être 200 km. Mais on reste dans des zones très locales. 1 m3 de bois récolté, ça permet d'avoir un retour sur le territoire, et on considère dans la filière que 500 m3 de bois récolté, ça génère un emploi local non délocalisable. La filière bois en France, en termes d'emploi, c'est plus que la filière automobile. C'est plus de 400 000 emplois, et pour la grande majorité, locaux, ruraux et non délocalisables. Alors on essaie de vous présenter la chaîne de valeur ou la chaîne de répartition entre le propriétaire qui récolte de l'argent en vendant ses bois, qui permet de réinvestir et d'entretenir sa forêt, le gestionnaire que représente l'ONF, les différents maillons intervenants, le bûcheron, le débardeur, le transporteur. Tout ça, ce sont des marchés et des emplois locaux qui permettent de valoriser au mieux l'emploi et le territoire local. Et enfin, on parle de récolter du bois, on baigne dans le bois au quotidien. On aime tous le bois. Dans votre quotidien, tout le monde utilise du bois, que ce soit une feuille de papier, du parquet, une menuiserie, une porte. On est dans le bois au quotidien. Et nous, forestiers, dans le cadre de notre gestion durable et des différentes certifications qu'on peut avoir, on est très sensible au fait que le bois qu'on met tant de temps à fabriquer, pour certaines essences jusqu'à 200, 250 ans pour le chêne, il soit valorisé au mieux et qu'il soit consommé et utilisable le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que pour nous, c'est toujours très important de privilégier le bois d'œuvre, donc dans la construction, un usage dans la construction à plus long terme, du bois d'industrie qui sert aussi pour partie dans la construction, mais aussi pour faire du papier, du bois énergie. Et c'est vraiment important pour nous que chaque bois qui est produit soit valorisé le mieux possible et le plus durablement possible, dans un effet aussi de séquestration du carbone, puisque tout bois consommé est stocké dans un bâtiment, ça lui donne une durée de vie plus longue que si on le laissait pourrir en forêt. Donc pour nous, c'est très important dans notre cycle de gestion durable. Et finalement, les sous-produits de la production forestière, je pense notamment au bois énergie qui peut faire polémique, finalement, c'est un outil pour notre sylviculture pour faire du bois d'œuvre. Sans cet outil-là, on n'arrive pas à faire les différentes interventions en forêt qui nous permettent de faire des arbres de haute qualité et qui répondent après aux besoins de nos clients industriels. Voilà. Merci, Aymeric. Je vais pouvoir enchaîner. Oui. Vous voyez, donc nous, on est fabricants de parquets, on est fabricants de panneaux massifs, de bardage, de lames de terrasse, et pourtant, je vais vous reparler encore de cette forêt, de cette merveilleuse forêt, parce que la filière bois française, comme a commencé d'esquisser Aymeric, c'est une filière, et une des rares filières qui maille tout le territoire. En effet, quand vous regardez, on a tous dans nos souvenirs une scierie dans les petits villages. Et aujourd'hui, quand on regarde, la forêt est présente sur l'ensemble du territoire. Il y a des entreprises de transformation du bois partout. Et c'est pour ça que c'est une filière de circuit court par excellence. Il faut penser qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir ce massif forestier. On a la chance d'avoir une gestion durable en France. Et nous, les entreprises de transformation, on est très attachés à la forêt. C'est ce que je dis tout le temps. Avec les sylviculteurs, on est les premiers garants de la forêt parce que c'est notre présent et c'est notre avenir. Et c'est notre passé. La forêt, c'est un temps long. Si vous venez un jour vous promener près de chez nous, on vous emmènera dans la forêt de Troncet et on verra qu'on a réussi à faire des chênes exceptionnels qui ensuite ont donné un modèle pour faire que l'ONF présente des bois d'une qualité exceptionnelle. Et bien, tout ça, on regarde derrière nous pour aujourd'hui encore mieux gérer la forêt de demain. Et dans la filière bois, c'est exceptionnellement important. Il faut penser que lorsque on veut fabriquer,
transformer, produire en France, lorsqu'on veut avoir des outils de production qui soient compétitifs, parce que malgré tout, on a besoin de créer un matériau compétitif, eh bien, on doit avoir une sécurité sur l'approvisionnement. Ce qui m'emmène à vous parler aujourd'hui, effectivement, de ces problèmes dont on écoute beaucoup parler, notamment de l'export vers la Chine ou vers l'Asie. Imric a commencé de le dire. 10 000 m3 de grumes qui sont exportés sur l'Asie, c'est en gros un emploi en France. 10 000 m3 qui sont exploités, transformés, commercialisés en France, c'est 20 emplois. Dans le cadre de ma société, c'est même plus de 20 emplois. Et ça, c'est essentiel de se rendre compte que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, effectivement, grâce au label UE, grâce à la politique de contrat de l'ONF, aujourd'hui, ce ne sont pas les bois ONF qui partent en Asie, mais il y a une grosse partie de la matière première qui part en Asie. Et ça, c'est une matière qui va nous manquer demain. C'est une matière qui va nous manquer lorsque vous voudrez mettre un parquet massif dans votre salon ou bien faire un agencement avec des claustras sur vos murs. Aujourd'hui, les entreprises de transformation françaises, on palpe vraiment la problématique de cet export vers la Chine. Donc, la filière bois française, elle est éco-socio-responsable. C'est une filière qui va bien sûr travailler au plus proche des forestiers, parce que connaître la ressource, connaître les prévisions de ressources, s'adapter aussi à ce que la forêt peut nous offrir, c'est essentiel. Socio-responsable, parce que ce sont des emplois. Une fois de plus, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, c'est des emplois à côté de chez nous, qui vont autant de l'exploitant forestier, des ETF, des établissements de travaux forestiers, jusqu'aux commerciaux, jusqu'à même des gens, des programmeurs, des blogueurs, des développeurs. Dans notre société, on a tous ces métiers-là. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut que l'on garde la valeur ajoutée de cet or vert en France. Et nous, industriels de la filière bois, alors industriel, c'est un grand mot, je dirais transformateur, parce que ça reste toujours un métier de contact, de passion. Ça reste un métier où on va travailler, suivre notre matière. Eh bien, on est très attaché à cette particularité. Il est essentiel de penser que le transformateur va toujours optimiser la matière. Quand vous regardez aujourd'hui, dans une grume, on va avoir mais effectivement du bois d'œuvre, on va avoir du bois énergie, mais ce cycle, il se continue jusqu'à la dernière étape de transformation. Quand les avivés, ce sont les planches brutes qui vont servir par exemple à faire des parquets, eh bien ces avivés, lorsqu'ils vont rentrer dans nos entreprises, on va avoir une attention particulière à avoir le meilleur rendement matière possible pour optimiser notre consommation de matière, mais elle ira jusqu'au dernier copeau qui, lui, va au dernier moment servir pour produire l'énergie qui va nous permettre de sécher nos bois. Ça, c'est un véritable comportement que toute la filière aujourd'hui prend à bras-le-corps. D'ailleurs, les récentes assises du bois qui viennent de se clôturer ont mis en avant cette possibilité bientôt pour la filière bois de faire de la cogénération pour la production pour les entreprises, et ça va aller encore plus dans le sens d'utiliser le matériau bois dans son essence même. Beaucoup de jeux de mots à faire sur l'essence, mais il est clair que c'est un matériau qui a une puissance environnementale énorme, et vous avez raison, mais le 21e siècle, c'est le siècle du bois. Après, pour que ce soit le siècle du bois, pour que ce soit quelque chose qui aujourd'hui fasse que, alors qu'on parle beaucoup de résilience économique ou de souveraineté économique, on a une matière première qui est, quand j'entends un or vert, c'est pas au sens financier, c'est un or environnemental, c'est quelque chose qui est merveilleux d'avoir cette surface forestière française. Mais il faut qu'on se donne toutes les armes pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir cultiver cette forêt. Moi, je trouve toujours qu'il y a un mot qui est galvaudé, et pourtant c'est le vrai mot, l'exploitation forestière, c'est faire une coupe de bois, mais on la cultive, cette forêt. C'est véritablement quelque chose. Les forestiers interviennent effectivement en fonction des plans de gestion, sur des moments donnés par parcelle, mais allez vous promener dès demain dans nos forêts, vous allez voir toute la diversité qu'on peut trouver entre les semis, les perchis, les godilles et puis la jeune futaie. C'est véritablement ça qu'il faut que l'on préserve, c'est-à-dire cultiver la forêt pour alimenter les entreprises françaises qui elles-mêmes vont produire des produits vertueux et qui pour le coup vont utiliser pleinement les fonctions carbone de nos forêts. Merci pour ces messages enthousiastes. Alors vous, l'architecte, vous êtes en bout de chaîne. Oui, voilà. Pardon. Nous, on est plus, peut-être que ça parlera plus au grand public, puisqu'on est là pour mettre en œuvre finalement, in fine, au bout de la chaîne,
le bois, que ce soit sur nos façades, en extérieur, sur ce qui est visible dans la ville, ou en intérieur, dans l'agencement de chacun des bâtiments qu'on fait. Et l'agence Encore Heureux, donc, que je représente ce soir, je me permets de la présenter un petit peu. Du coup, elle a à peu près 20 ans d'existence maintenant, donc quelques bâtiments derrière nous. Et on n'est pas spécialisé, on se présente souvent comme des architectes généralistes. On peut aussi bien faire, comme récemment, un abri en pierre sèche, du coup, sur le chemin de Compostelle dans le Lot, Super Cairo, ça s'appelle, vous trouverez ça sur Internet assez facilement, qui vient de remporter le Grand Prix du public de l'Occitanie, Grand Prix Architecture. Et on fait aussi bien des bâtiments pour des grands industriels comme Michelin ou un grand lycée des métiers du bâtiment justement à Mayotte. Donc on travaille essentiellement en France mais aussi sur les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. On prône avant tout le bon mix matériotique, c'est-à-dire qu'on n'est pas focalisé sur le bois, on aime le bois, sinon je ne serais pas là non plus ce soir évidemment, mais on est attentif à utiliser le bon matériau au bon endroit, au bon moment, en fonction évidemment des ressources locales que l'on va trouver et en fonction de la demande de notre client, puisque finalement on construit toujours pour quelqu'un. Alors ce soir, je vais vous présenter ce que vous voyez à l'écran, qui est la grande halle de Colombelle, qui est un bâtiment qu'on a réalisé il y a environ 3 ans, qu'on a fini il y a environ 3 ans. Donc livré au mauvais moment, juste au début du premier confinement, enfin juste un peu avant. Qu'est-ce que c'est ? Là, on voit à l'écran une grande halle en béton, et derrière, à l'arrière-plan, c'est un refroidisseur en béton également. C'est tout ce qui restait d'un site qui faisait plusieurs dizaines d'hectares, donc près de Caen, une usine sidérurgique, qui a été entièrement démantelée et exportée en Chine pour refaire la même chose que ce qu'ils faisaient à Caen. Et restait les éléments en béton qui n'ont pas été démolis, puisque soit la métropole a voulu les garder et a voulu conserver la mémoire des ouvriers du passé qu'il y avait sur ce site, et nous a sollicité, nous, avec l'agence Construire également, pour concevoir le programme de ce qui sera un futur tiers-lieu, donc qui s'appelle maintenant la Grande Halle, et qui est géré aussi par des associations qui s'appellent le WIP. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais passer là. Voilà, c'est passé tout seul. Donc ce bâtiment est constitué de deux grandes nefs, deux grandes halles. Une plus grande qu'on a laissée quasiment brute et non aménagée, à part ce qu'on voit là sur l'image, c'est-à-dire des coursives faites enfin des balcons faits en bois en Douglas, et les éléments de garde-corps qui sont en bois là réemployés, donc réemployés avec des gisements de ressources locales autour de Caen. Et dans la petite nef qu'on voit pas, j'aurais dû mettre un plan peut-être, mais la petite nef, on a créé des planchers intermédiaires pour créer à la fois donc des restaurants, des lieux de travail pour du coworking, des lieux de répétition pour des loisirs pour tout un chacun. Et voilà, donc c'est à la fois c'est un très grand outil au service de la culture dans la métropole caennaise. Donc voilà. Un mix béton. Alors le béton, il était là. On l'a gardé, on l'a même... Parfois, on a laissé les traces du passé, les différents graphes. On a rajouté des tags, des graphes. Enfin, on a fait appel, pas nous-mêmes, mais à des artistes locaux, évidemment. On a juste, par exemple, le sol, on lui a trouvé un traitement, une résine lissante et un peu brillante, mais on l'a pas touché. Ça, c'est aussi ce qui nous caractérise, c'est-à-dire le déjà là, il est très important. On fait avec et on le magnifie, on l'utilise, on le détourne parfois, mais il est très important de ne pas tout casser et de ne pas tout transformer inutilement. Voilà, donc ça, si vous êtes dans le coin, dans la région de Caen, n'hésitez pas à aller. Il se passe toujours quelque chose, il y a un programme... Bon, il y a beaucoup de questions, et du coup, je vous propose de faire une pause. Et puis du coup, je vous redonne la parole après. Notamment, et ça sera Aymeric Albert qui va répondre, puisque cette question qu'évoquent souvent les médias de la fuite des bois vers la Chine, où il y a effectivement pas mal d'approximations. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment la filière s'est organisée ? Parce qu'effectivement, dans le chêne, qui part vers la Chine, il y a quand même du chêne qui reste dans l'Union européenne, et c'est le chêne des forêts publiques qu'on appelle le label UE, si vous pouvez nous dire en...
Alors, effectivement, le chêne français est très, comme l'a dit Samuel Deschaumes, est très aimé, est très prisé au niveau mondial par ses couleurs, par sa qualité. Et donc, il y a un intérêt depuis des années 2010-2012 de pays pour ce chêne-là. Pas forcément pour le transformer et nous le renvoyer en produit fini, mais surtout pour l'autoconsommer, parce que c'est quelque chose qui est très apprécié. En 2015, l'ONF et les communes se sont organisées pour essayer de faire en sorte que le bois qui soit récolté en France, en forêt publique, soit transformé au sein de l'Union européenne. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, la gestion forestière à la française a besoin de débouchés pour le bois, pour permettre justement de couper les arbres et d'entretenir la forêt et de faire en sorte qu'elle soit en bonne santé. Et pour nous, avoir un outil industriel face à nous, donc des clients qui sont capables de nous acheter le bois et de le transformer, c'est un gage à court, moyen et long terme de pérenniser notre sylviculture. Donc en 2015, on s'est organisé, on a mis en place un label, ce qu'on appelait le label UE, Union européenne, et tous les clients qui s'engagent dans ce label-là ont un accès prioritaire aux chênes récoltés en forêt publique. Donc les clients, ils doivent nous présenter ce label, et s'ils nous présentent ce label, ils ont le droit de participer prioritairement à nos ventes. Donc on peut effectivement dire que les chênes des forêts publiques restent au sein de l'Union européenne, et même, on peut même dire à plus de 95% en France. Moi, je vais faire une petite précision, parce qu'il est important de répondre à une autre partie de votre question. Aymeric Albert a parfaitement défini ce qui se fait aujourd'hui dans les forêts publiques, mais effectivement, on voit beaucoup d'informations fausses circuler, notamment dans certains reportages où on voit des gens asséner que ce sont des bois dépérissants qui partent en Chine. C'est faux. Aujourd'hui, il faut être très clair. Les bois qui partent en Chine sont des bois qui manquent aux scieurs français. Et donc, aux transformateurs, et donc aux fabricants de parquets, aux agenceurs, à toute la filière bois. Il n'y a absolument pas de soi-disant bois non recherché par les scieurs. Aujourd'hui, comme on vient de le dire dans la présentation, ou comme je l'ai précisé moi-même, on utilise la totalité des volumes de bois récoltés, et il n'y a en aucun cas des bois que les scieurs français ne savent pas ou ne pourraient pas transformer. C'est très important de le dire, parce qu'on écoute souvent l'inverse, et clairement, la filière bois française va manquer de matière, et ces bois qui partent en Chine, c'est, comme je l'expliquais, de la valeur ajoutée qui fuit totalement, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui que l'on se batte pour sauvegarder non seulement notre filière bois française, mais aussi la valeur ajoutée environnementale et économique de nos forêts. Merci de ces précisions. Je vais redonner la parole à notre architecte Romain Léal. Alors là, que voit-on, Michelin ? Ce qu'on voit l'image là, oui, c'est on voit le bonhomme Michelin, le bibendum connu mondialement. On a été appelé il y a très longtemps maintenant, presque il y a 7 ans, par Michelin, par l'entreprise Michelin, donc qui fait des pneus principalement, mais pas seulement, qui voulait refaire son siège. Et voilà, on a répondu avec un groupement de paysagistes et d'architectes pour les écouter déjà de ce qu'ils voulaient faire. Nous, on aime beaucoup ça. On n'aime pas arriver quand le client déjà a tout en tête. On aime bien arriver en amont et l'aider à préciser son besoin de comment il voit les choses, comment il veut. Là, la problématique, elle était comment on entre. Quelle est l'image que renvoie le premier producteur de pneus mondial, Michelin, qui est une entreprise du CAC 40 français, et le seul qui n'ait pas son siège à Paris à l'époque. Après, depuis, il y a eu Airbus, mais c'était la seule entreprise du CAC 40 qui n'était pas parisienne. Et donc, avec un enjeu d'image important, qui n'était malheureusement pas à la hauteur du site avant justement qu'on intervienne. Je ne dis pas qu'on a tout fait, mais en tout cas... on a beaucoup travaillé avec eux et avec les collectivités locales qui travaillent aussi intelligemment avec Michelin. Donc avec ces 3 partenaires-là, on a réussi à refaire entièrement l'entrée de leur siège et la place qui était devant, qui était un petit square sans prétention avant, et qui maintenant fait une des places majeures de Clermont-Ferrand et qui permet d'entrer dignement dans un grand groupe français. Et donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est une serre à l'arrière-plan sur laquelle il y a le bibendum. La serre préexistait. Pourquoi une serre, vous allez me dire ? Pourquoi une serre sur le siège de Michelin ? Eh bien, parce que quelle est la ressource quelle est la matière première ? C'est l'EVA. Et l'EVA donne le latex, qui donne ensuite le caoutchouc. Et le caoutchouc naturel entre encore au moins 50% dans la composition du pneu
tourisme, mais elle rentre à beaucoup plus que 50%, c'est-à-dire à 80 ou 90%, dans la fabrication du pneu agricole, utilitaire, etc. Et donc, ils avaient souhaité à une époque montrer, à la fois pour que le public, mais aussi les travailleurs, les bibs, comme on les appelle là-bas, aient conscience qu'à chaque fois, d'où venait la matière première sur laquelle ils allaient travailler. Et donc, voilà, on présente, c'est une serre tropicale, du coup, qui montre dans son environnement les VA. Et donc, on a souhaité la garder avec Michelin et l'intégrer dans un nouveau bâtiment qui se développe. Là, on ne voit pas sur les autres, on voit pas plus que ça, mais là, c'est une toute petite partie du bâtiment. La commande était justement d'intégrer des bâtiments préexistants, la serre des années 2000, mais aussi des bâtiments du 19e siècle. Et donc de recréer une première façade comme ça, une façade d'entrée. Donc on a voulu faire un premier plan, et le bois nous a beaucoup aidé avec ça, de faire ce grand auvent qui sert à la fois évidemment d'image marquante, mais aussi qui évidemment est un brise-soleil pour les parties exposées au sud et à l'ouest, parce que derrière ce auvent, la façade est vitrée. Pourquoi aussi? Parce que Michelin a longtemps été accusé de cacher, de ne pas montrer, et là ils ont complètement changé leur manière de faire, et donc ils voulaient le plus de transparence possible sur ce qui se passait derrière ces murs. Et donc on a ensemble avec eux souhaité que ce soit entièrement vitré. Et donc pour protéger ces façades vitrées, ce grand auvent qu'on appelle maintenant la canopée, parce que je crois que le bâtiment a été dénommé la canopée par le groupe Michelin. Sur ce bâtiment-là, on a utilisé beaucoup de bois, de différentes manières, en plancher, donc en CLT, Cross Laminated Timber, donc des lames de bois mises en... Je pense que c'est important que vous expliquiez, parce que le CLT, c'est une affaire de spécialiste. Oui, en fait, c'est très simple. Finalement, on assemble du bois massif sur différentes épaisseurs, suivant ce dont on a besoin, pour faire des planchers porteurs, pour le coup, ou des façades porteuses également, ou non porteuses, mais enfin, en tout cas, qui permettent de faire une façade extérieure-intérieure. Donc là, nous, on a fait des planchers comme ça, avec cette technique-là, 18 cm d'épaisseur, donc 4 ou 5, je ne me souviens plus, épaisseur croisée. Croisée, pourquoi? Parce que ça augmente la résistance et donc l'importance du bois. Ça, c'était en épicéa, qui venait du Massif Central. Je ne peux pas vous dire exactement d'où, mais du Massif Central. Et ensuite, ce qu'on voit, donc le auvent que l'on voit là, on l'a fait en Douglas de Corrèze, du coup, donc pas très très loin de Clermont, avec l'entreprise Matisse, qui était un charpentier bien connu, un des meilleurs charpentiers français. Voilà, on a aussi, on en reparlera peut-être tout à l'heure, réemployé du bois en parquet. On en reparlera peut-être avec Samuel tout à l'heure. D'un gisement d'une entreprise de la Redoute, le siège de la Redoute qui avait été curé, donc une importante ressource mise à disposition qu'on a souhaité réemployer, mais qui est venue jusqu'à Clermont du coup, qui a voyagé un peu. Voilà, et les menuiseries aussi. Alors là, on voit pas sur cette photo-là, parce que là, c'est la serre, donc il y a des menuiseries. Donc là, ce qu'on appelle les menuiseries, c'est la façade qui tient les vitrages, un mur rideau en aluminium, celui-là, mais tout le reste est en chêne, du coup, des menuiseries chêne très très belles, qui donnent un cachet, qui donnent on en parlait aussi tout à l'heure avec Samuel, qui donne un confort de vie dans une pièce, quelle qu'elle soit. On sent quand on est dans une pièce où c'est du bois, quoi. Voilà, ça rayonne, comment dire, le bois avec le soleil, ça génère une lumière qui est particulière. Voilà. Merci. Merci. Alors, pas mal de questions, et notamment une que je vois souvent revenir, c'est celle de Faustine sur les forêts sont menacées par le réchauffement climatique, et ça c'est vrai. Du coup, faut-il vraiment utiliser plus de bois aujourd'hui? Parce qu'effectivement, les forêts, elles souffrent du réchauffement climatique, mais elles sont aussi une réponse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Aymeric, peut-être un mot là-dessus? C'est vrai qu'aujourd'hui, les forêts françaises souffrent. On a les épicéas dont vous avez parlé, qui ont été attaqués par un petit insecte depuis 2018. Et dans le quart nord-est de la France, Bourgogne-Franche-Comté, les Vosges, les Ardennes, on a récolté beaucoup d'épicéas qui sont morts
de par cet insecte. Mais pour nous, il est important de continuer à récolter parce que déjà, les bois, quand ils sont malades, il faut les récolter, notamment les épicéas, pour éviter que l'insecte se propage. Et puis, ça nous donne aussi les possibilités de convertir la forêt, récolter les bois, ça nous permet de les convertir. Plus la forêt est entretenue régulièrement, plus on peut intervenir rapidement et faire en sorte de guider la forêt pour qu'elle s'adapte. Alors, elle s'adaptera à plus ou moins grande vitesse. Et l'homme et le forestier est là pour essayer de guider et d'accélérer ce mouvement-là et faire en sorte que les forêts qu'on connaisse aujourd'hui, même si elles vont évoluer, elles soient toujours là dans 50 ans et dans 100 ans. Et c'est ça qui est difficile pour le forestier, c'est qu'on essaye de travailler pour quelque chose que nous, personnellement, on ne verra jamais. Merci. Peut-être une question pour Samuel. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement auprès du grand public. Comment savoir, nous dit Robin, que le bois que j'utilise chez moi est géré en respectant les ressources de la forêt ? Eh bien ça, c'est une très bonne question qui est simple. Aujourd'hui, vous avez des labellisations, vous avez des certificats d'origine. Centre Bois Massif, par exemple, on est labellisé Origine France Garantie, mais vous avez aussi les labels environnementaux comme PEFC ou comme FSC qui arrivent en France. Ce sont des labels qui garantissent que les produits bois sont issus de forêts gérées durablement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez aussi, par exemple, le label Parquet de France pour les parquets, qui va garantir qu'on est avec des bois issus de forêts gérées durablement. Il faut faire attention parce qu'effectivement, il faut être attentif à parfois des détournements, parfois à des labels créés, mais ces labels-là, notamment le PEFC en France qui est très développé, permet de garantir l'origine et la provenance des bois. Merci de cette précision. Alors, une question sur, je ne sais pas qui va répondre, si c'est l'architecte ou le parquetier, sur l'avenir des ressources en bois noble, nous dit Mathieu, merisier, alisier. Alors, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Effectivement, aujourd'hui, le merisier, par exemple, le merisier est un bois qui... C'est plutôt pour le meuble. Oui, c'est plutôt pour le meuble, ça c'est clair. C'est un feuillu dur, mais qui est mi-tendre. En fait, la particularité, c'est que ces essences-là sont beaucoup plus, je dirais, sur des marchés plus ciblés, notamment d'agencement ou notamment de travaux véritablement très ciblés. Et ce sont des essences qui ont des marchés en dents de scie en général, c'est-à-dire qu'elles vont être tendance, on va dire, et puis un peu moins tendance. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans un creux sur le merisier, alors qu'il y a, je vais parler comme papy, il y a 30 ans, des meubles en merisier, on en avait partout. Aujourd'hui, au contraire, je pense que la filière bois est en train d'essayer de travailler de plus en plus avec ces essences diverses. Il y a une attention qui est portée particulièrement sur ces nouvelles essences au sein de l'ONF ou des communes, par exemple. Les communes forestières ont beaucoup de divers, notamment sur la partie est de la France. Et ça fait partie des choses où on avance. Aujourd'hui, on propose des panneaux massifs, on propose dans notre gamme des panneaux en charme, en bouleau. On va vraiment chercher à diversifier notre offre pour justement aller récupérer, je dirais, la matière telle qu'elle doit être récoltée en France pour qu'on puisse justement gérer les forêts. Ça fait le lien avec la question qui va venir, qui sera pour Aymeric. Je le disais dans mon introduction, il y a aussi cette idée qui traîne, à laquelle on essaie de tordre le cou, mais pas facile, sur une pression que se mettrait l'ONF à exploiter beaucoup de bois parce que les finances ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, comment évalue-t-on les volumes vendus, Aymeric ? J'ai remis le graphique du coup. Déjà, c'est important de voir que la réalité... depuis les années 90, le volume de bois récolté en forêt domaniale et en forêt publique, donc y compris avec le bois des communes, est en décroissance régulière. Il y a plusieurs raisons. On a eu des tempêtes qui ont abîmé des peuplements et les bois qui ont été récoltés notamment en 99 sur toute la France ou en 2009 dans les Landes, aujourd'hui, il nous manque. Alors le forestier, comme j'ai dit, il ne s'improvise pas tous les matins de dire « bon, alors j'ai besoin de bois, le marché a besoin de Douglas, où est-ce que je vais trouver du Douglas ?» Non, c'est pas ça. Le forestier, on est dans un travail à long terme avec une feuille de route, des aménagements forestiers. Chaque forêt a son document de gestion pour une durée de 15 à 20 ans. Ces documents sont rédigés par les services de l'ONF, validés par l'État, et ils prévoient tous les travaux, toutes les récoltes et toute la gestion qu'on veut mettre en place sur une forêt. L'objectif étant, selon l'essence, par exemple le chêne, ça peut aller jusqu'à 150, 200 ans, et on fait un rétro-planning de toute la gestion d'une forêt à horizon 200 ans. Et toutes les coupes, année après année,
elles sont prévues dans ces documents-là. Donc, c'est ce que nous, on appelle l'état d'assiette. Donc, c'est la liste des coupes qu'on doit couper toutes les années. Et tous les ans, les forestiers vont dans les parcelles qui arrivent en coupe, qui sont programmées, pour vérifier que la parcelle est en capacité de produire le bois qu'on va récolter. En fonction de ce diagnostic, on décide ou pas d'aller récolter les bois. Mais voilà, il faut vraiment... L'idée à retenir pour les internautes, c'est une forêt, elle ne pousse pas toute seule, les forestiers sont là, et toutes les actions des forestiers sont prévues dans un calendrier que nous, on appelle un document d'aménagement et qui a une durée de vie pour chaque forêt de 20 ans. Merci. Une question peut-être pour Samuel Deschaumes. La filière de Monsieur Escura, la filière bois française ne souffre-t-elle pas d'une politique du toujours plus gros? Toutes les petites scieries qui ont fermé, qui ferment ou vont le faire? Alors, c'est une question que je ne poserai pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une filière bois, comme j'ai indiqué, qui est très diverse, qui est présente sur tout le territoire. Et c'est pas une question de souffrir du toujours plus gros. D'ailleurs, je signale que pour pouvoir faire un peu plus gros, il faudrait qu'on ait une garantie d'approvisionnement de la matière et donc qu'on solutionne le problème de l'export des grumes. Non. Aujourd'hui, effectivement, on va voir... Mais ça, nous tirons le signal d'alarme depuis maintenant plusieurs années. On risque de voir des petites structures qui, faute de matière, risquent peut-être de disparaître, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une course au plus gros. Si vous regardez aujourd'hui l'état de la filière bois par rapport à il y a 20 ans, malheureusement, on a beaucoup moins de scieries, c'est vrai, mais le volume transformé reste globalement le même. Et il faut savoir que l'avenir de nos forêts, c'est de les cultiver, c'est de faire de la récolte, c'est, comme je dis tout le temps, hein, c'est faire des coupes de régénération. N'oublions pas qu'on régénère la forêt quand on la cultive. Et donc en fait, on n'est pas dans une course au plus gros. Par contre, on est dans une logique de produire plus sur notre territoire parce que le matériau bois, c'est le matériau du circuit court par essence. Donc, il est logique qu'au lieu de faire beaucoup plus d'exportation ou bien d'importer de la matière, on soit amené dans les années qui arrivent à moins exporter de produits transformés parce qu'on va beaucoup plus se transformer en France. Et j'ai une super bonne nouvelle pour vous, ça va donc créer des emplois, ça va utiliser au maximum l'aspect carbone de nos forêts et ça va donc nous permettre au contraire d'aller vers les vertus les meilleures possibles de notre forêt pour notre pays et pour notre environnement. Merci. Une question de Dorian qui nous dit que l'exploitation, lui, considère que c'est quand même bien connu, mais que se passe-t-il derrière, et notamment l'aspect qu'il appelle reforestation, qui est reconstitution des forêts? Peut-être, et je regarde Aymeric Albert, qui nous parle de la forêt mosaïque, qui est aujourd'hui le mode de sylviculture qu'on envisage de développer largement dans un contexte effectivement d'adaptation des forêts au réchauffement climatique. Alors effectivement, on parle de l'exploitation, c'est assez connu. Déjà, on intervient dans les forêts pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut améliorer le peuplement en place. Donc on prélève les plus mauvais sujets pour que les plus beaux puissent grandir et eux-mêmes fructifier. Donc ça, c'est la phase, on va dire, d'amélioration. Et puis après, il y a une phase de régénération où là, on rentre dans le phase, on considère que la forêt est mature, la zone est mature, et on essaye de la renouveler petit à petit. Alors après, il y a différentes méthodes pour ces deux règles-là. Soit on le fait à l'échelle d'une forêt complète, voire même des fois au-delà. On prend plusieurs forêts et on essaie de sectoriser et on lance l'exploitation dans ce sens-là. Soit, et ça c'est vers cette méthode-là que l'ONF se penche, c'est la forêt mosaïque. Ça veut dire que ces mêmes opérations, on les réalise sur des surfaces beaucoup plus petites et on fait en sorte que sur un espace donné, l'ensemble des opérations successives soient présentes et que chaque zone de la forêt répondent aux trois piliers de la gestion forestière. Donc je rappelle, préserver, accueillir et produire. Et donc en fait, on réduit les surfaces de gestion pour faire en sorte que les forêts, on traite des surfaces plus petites et donc que la forêt devienne plus résiliente. Merci. Il y a une remarque qui n'est pas une question mais que je vous livre. Chose méconnue, je pense, Monsieur Escura, quand les cours du bois sont bas, l'ONF soutient la filière en approvisionnement sur les forêts domaniales quand les communes et les privés retiennent les coupes. Je ne ferai pas plus de commentaires. Peut-être un point sur le stockage de carbone, qui est effectivement comment les forêts contribuent à la réduction
de lutte contre les gaz à effet de serre grâce au stockage du carbone, parce qu'effectivement, c'est un cycle vertueux, complexe, mais je pense que ce n'est pas inutile d'y revenir. Qui est-ce qui prend ? Allez. En fait, nos forêts, elles sont géniales et il faut le garder en tête en permanence. Le bois, c'est un matériau qui va donc stocker le carbone. Qu'est-ce qui se passe lorsque le bois va pousser, va grandir ? Il va emmagasiner du CO2 et ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut bien penser qu'il arrive à un moment où il faut qu'on fasse cette récolte parce que au bout d'une certaine maturité, l'arbre va être un peu moins performant dans cette capacité. Et donc lorsqu'on va récolter les arbres, on va les transformer et aussi longtemps que le produit va avoir sa durée de vie, prenons l'exemple d'un parquet par exemple, il va stocker le CO2 qui a été capté, il va stocker le carbone. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est un matériau qui, effectivement, en fin de vie, il libérera le carbone qu'il a stocké, mais tout au long de la vie du matériau, on va stocker ce CO2. Pourquoi est-ce qu'il faut donc absolument gérer et cultiver notre forêt ? Parce que la fonction de puits carbone de nos forêts, et pour qu'elle soit active, et donc pour qu'elle continue, je dirais même qu'elle progresse, parce que plus on la cultive, plus on va pouvoir travailler sur cet aspect, il faut effectivement récolter. On ne peut pas laisser les forêts s'autogérer, elles s'effondreraient sur elles-mêmes, tout simplement, et on perdrait ce grand avantage du puits de carbone, et c'est encore un des nombreux avantages du matériau bois par rapport à tous les autres matériaux de construction. Merci. Une question pour notre architecte. Est-ce facile pour un architecte de mettre en œuvre du bois français dans ses projets de construction ? Quels sont les freins et les leviers de cette opération ? Oui, on sourit parce qu'on en a un petit peu parlé juste avant l'émission, et on en a aussi un petit peu parlé avec les labels. C'est le principal outil qui est à notre disposition, les labels, le PEFC notamment, qui est très développé effectivement. Donc l'utilisation des labels dont on a évoqué tout à l'heure l'existence, dans le cadre des... Alors quand on est sur des appels d'offres publics ou des appels d'offres de grandes opérations, on le note le plus possible dans ce qu'on appelle les CCTP, c'est-à-dire les clauses techniques qui définissent le marché qu'on va passer avec l'entreprise qui va construire, un parquetteur par exemple, mais aussi un charpentier et aussi un agenceur pour l'intérieur. Donc on le contraint avec l'accord du maître d'ouvrage ou du client, à utiliser le bois que l'on souhaite, le bois vertueux, PEFC ou issu de forêts françaises gérées durablement. Et quand on est dans un marché privé avec un particulier, par exemple, qui veut faire sa maison ou son appartement, là, c'est à l'architecte, on va dire, de faire de la persuasion et de lui présenter les alternatives, et les alternatives sous l'angle vertueux que représente le bois géré durablement. Et alors, oui, il ne faut pas se le cacher. Peut-être que c'est certainement plus cher qu'un bois qui serait... Mais encore, ça reste à... Chaque cas, voilà, c'est particulier, mais surtout utiliser du bois massif et pas du stratifié, par exemple, pour le parquet. Parce que c'est aussi, souvent par manque de connaissances, les gens peuvent se faire un petit peu attraper comme ça, quoi. On leur vend du faux bois qui a l'aspect du bois, mais qui a 0,1% de bois dedans, quoi. C'est ce qu'on appelle le strat, le fameux strat. Stratifié. Voilà. Merci. Pas mal de questions, effectivement, autour de la régénération naturelle et les plantations. C'est vrai qu'on voyait, et on a toujours sous les yeux le fameux graphique des volumes vendus. L'après 1999 en forêt publique, ça a été de la reconstitution naturelle. Alors en 2 mots, Aymeric, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la reconstitution naturelle montre ses limites dans un contexte de réchauffement climatique, donc plantation. Donc effectivement, 2 méthodes pour renouveler la forêt. Soit on fait en sorte que les individus qu'on laisse fructifient, font des graines qui après permettent de renouveler la forêt. Alors ça a des avantages, parce que souvent les individus qui sont là, à la fin du cycle, c'est les plus robustes. Donc on considère qu'il y a une espèce d'amélioration permanente où les individus les plus robustes fructifient et les peuplements suivants sont robustes. Après, la difficulté qu'on a, c'est quand on est face à un phénomène comme le changement climatique, où là, on a des peuplements qui sont plus adaptés, où
que les experts et les forestiers savent ne plus être adaptés dans 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Et là, on essaye effectivement d'accompagner la nature, d'accélérer le phénomène. Alors à l'ONF, on a plusieurs projets, notamment un projet qui est intéressant, qui mélange la plantation et la régénération naturelle, où finalement le hêtre, qui est dans les Ardennes ou à Verdun, on a été prendre du hêtre qui était dans le sud de la France et on l'a ramené dans le nord pour voir s'il ne pouvait pas s'adapter et faire en sorte que les peuplements de hêtre s'hybrident et deviennent plus solides. Donc c'est vrai que c'est un travail du forestier d'essayer d'accélérer la résilience de la forêt. Une question également de Mathieu sur certaines pratiques controversées comme les coups de brise contribuent-elles à l'adaptation des forêts aux risques climatiques? Je crois surtout que la coupe rase, c'est souvent une conséquence des attaques sanitaires ou type scolite, non? Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, le forestier travaille à un temps très lointain. Ça peut être des fois 50, 80, 100, 120 ans. Puis des fois, on constate qu'on est dans une impasse. Dans certaines zones de l'Est de la France, on a constaté que les peuplements d'épicéas en basse altitude, quand il y a un phénomène comme les scolites, les peuplements meurent d'un coup. Et donc là, on n'a pas le choix. Il faut couper pour arrêter la propagation de l'insecte ou du problème. Et là, aller vite. Et là, aller vite. Il faut que ça aille très vite. Et donc, prendre l'insecte de vitesse. Exact, c'est exactement ça. Il faut qu'on aille plus vite que le cycle de reproduction de l'insecte pour le détruire quand il est encore dans l'arbre. Donc c'est vrai que c'est impressionnant pour le grand public qui n'a pas l'habitude parce que c'est tout de suite des grandes surfaces. Mais là, c'est vraiment une course de vitesse contre les insectes. Et la coupe rase n'est finalement que le seul principe. Mais c'est le dernier cas où le forestier aime pratiquer la coupe rase. Je peux poser une question. Est-ce qu'on est dans le même type de gestion dans la forêt privée? Parce que là, on a compris que l'ONF avait une très très bonne gestion des forêts domaniales, mais malheureusement, ce n'est pas 100% de la forêt française, quoi. C'est un tiers. Voilà. La forêt publique, c'est un tiers. Après, la forêt privée, chaque propriétaire réfléchit en fonction de ses contraintes. Il y a les coopératives, chacun réfléchit en fonction de ses contraintes. Mais face au changement climatique, il n'y a pas de forêt publique, forêt privée. On est tous dans le même constat. Et on sait que les forêts vont souffrir, qu'elles soient publiques ou privées. Justement, j'ai une question. Effectivement, 75% de la forêt est privée. Est-ce qu'elle vend plus de bois que la forêt publique? Et je crois que tu avais mis... Oui, le graphique d'avant, forêt publique, 40% du bois 40% du bois d'œuvre, 35%. Donc la forêt publique, c'est un quart. Et comme elle est gérée de façon un peu plus efficace, on récolte un petit peu plus, soit 35%. Mais non, la majorité du bois récolté en France provient de forêts privées. Logique. On n'a pas du tout parlé de bois énergie. Peut-être un mot. Alors, Aymeric est un grand spécialiste du bois énergie. Mon passé, voilà. Mon passé professionnel. Alors, le bois énergie pour le forestier, c'est une obligation. Comme je vous l'ai mis dans le graphique, c'est finalement le produit fatal de notre sylviculture. Et encore celle d'après. On en a besoin. Ça doit être un outil pour nous permettre de faire notre sylviculture et de produire du bois d'œuvre de qualité. Je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Quand vous coupez un chêne, le majestueux, il y a le tronc qui intéresse les industriels et ça on en a besoin, et il y a toutes les branches. Et on considère qu'il y a quasiment 1 mètre cube de tronc pour 1 mètre cube de branches. Et laisser les branches en forêt, alors on laisse les rameaux parce que le sol en a besoin, mais laisser toutes les grosses branches, ça nous pose des problèmes derrière dans notre gestion, les peuplements se renouvellent moins bien. Donc il faut le sortir. Si on n'a pas de débouché pour sortir ce produit-là, et si on ne sait pas, c'est-à-dire que c'est une opération pour le forestier à perte. Et là, aujourd'hui, le bois énergie est d'une très bonne réponse parce que ça permet, dans un acte sylvicole, de valoriser ce produit et permettre aux propriétaires ou aux forestiers de réinvestir derrière. Donc le bois énergie, c'est un outil pour le forestier. C'est jamais un objectif, c'est vraiment un outil. Oui, c'est une conséquence en fait. Exactement. Bon. Une remarque. Ça vient de disparaître. Peut-être inviter les internautes sur le site onf.fr. On a fait ce qu'on appelle le dico forestier, surnommé la langue des bois. Je pense que les internautes et puis autour de la table, c'est un jargon. C'est un jargon. Être sylviculteur, c'est un métier. Donc, le sylviculteur a ses termes, son vocabulaire. Donc, un certain nombre de définitions. Aymeric a parlé d'aménagement, on a parlé de rémanent. Tout ça, vous pouvez trouver les définitions. En mise en œuvre de bois d'œuvre aussi, également, le vocabulaire du charpentier est riche, très très riche. Chaque pièce a un nom, chaque assemblage a un nom. Ça, c'est magnifique aussi, ce vocabulaire. Et oui.
Je vois l'heure qui tourne. Peut-être qu'il y aurait quelques suppléments que vous voulez... On peut meubler pendant 1 heure, si vous voulez. Non, on ne va pas meubler. Non, mais je peux rebondir sur votre demande de vocabulaire. Ce qui est très intéressant, ça a été dit, mais dans chaque étape de transformation, il y a du vocabulaire. Mais tout part au départ de la forêt. Et moi, j'invite les gens à aller voir justement ce que c'est que le cycle d'exploitation d'une parcelle qu'on va ouvrir. Parce que quand on appelle ouvrir une parcelle, c'est qu'on fait rentrer cette parcelle dans son cycle de régénération. Et je suis très à cheval sur ces mots. Une coupe, c'est toujours un acte sylvicole. Et moi, je vous invite à aller découvrir. Il y a des forêts aussi où vous avez des panneaux explicatifs, où vous allez voir un petit peu le cycle de la forêt. Et c'est essentiel de savoir qu'aujourd'hui, on cultive cette forêt. Et donc, si un jour vous passez pas loin de Tronchet, arrêtez-vous à parkichenmassif.com. Moi, je vous emmènerai voir ce qui se passe dans nos forêts. On est juste à côté de la forêt de Tronchet. On est à Saint-Pierre-des-Étieux. C'est à côté de Saint-Amand, dans le Cher. Mais c'est essentiel. Après, on a tous nos showrooms dans toute la France, si vous voulez pouvoir en discuter indirectement avec nos conseillers. Mais c'est pas une plaisanterie. Arrêtez-vous. On vous emmènera voir ce qui se passe. On fait des très belles choses en France avec nos forêts. On les gère bien et il faut en être fier. Peut-être pour rajouter, pour les internautes, les forestiers, c'est des gens passionnés, qui aiment leur métier, qui aiment la forêt plus que tout, le bois, la forêt. Et aujourd'hui, si vous avez la chance de pouvoir vous promener en forêt, parce que le grand public voit la promenade du dimanche, si les forêts sont comme ça, c'est parce qu'elles sont gérées depuis plusieurs générations de forestiers. Une forêt naturelle, il n'y en a pas en France, il n'y en a plus. Depuis très longtemps. Et une forêt naturelle, à l'ONF, on a des espaces où maintenant l'homme n'intervient plus. Alors, ce n'est pas des forêts complètes, mais ce n'est pas du tout accueillant pour le grand public. Il y a des arbres tombés. C'est dangereux. C'est dangereux. Même pour la biodiversité, ça pose des problèmes parce qu'à un moment, comme l'a dit Samuel, à un moment, la forêt s'effondre sur elle-même parce que les arbres sont trop vieux, donc elle s'effondre. Donc, on rentre dans un nouveau cycle qui pose plein de problèmes. Donc, pour les internautes, quand vous avez des questions, contactez ou quand vous rencontrez des forestiers, discutez avec eux. Ils sont passionnés et ils n'auront qu'une envie, c'est de vous expliquer leur métier. Merci. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Avant de vous laisser, je vais vous faire une petite recommandation de lecture. C'est un livre qui s'appelle « L'homme et le bois ». C'est écrit par un Norvégien, c'est traduit du norvégien. C'est absolument exceptionnel. Je vous invite à le lire. Vous y retrouverez un certain nombre de thématiques, une iconographie incroyable. Donc n'hésitez pas, très, très bonne lecture sur le sujet que je vous invite à lire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier nos intervenants pour leurs propos, remercier les internautes qui ont eu la gentillesse d'assister à ce webinaire et on vous donne rendez-vous à un autre moment de l'année. On n'a pas encore défini quand et sur quel sujet, mais le pli est pris. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir.